Vous pouvez répondre sur le petit chat en bas à droite, comme ça on est sûr que tout fonctionne bien. Ok, super. Je vois plein de personnes qui réagissent, c'est que ça marche. Bon, on va pouvoir commencer maintenant. On a déjà pas mal de personnes. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur les outils de communication au service du handicap, qui fait partie d'une série de webinaires qu'on organise avec le groupe depuis le début du confinement. Il y en aura qui vont arriver sur mai, donc j'espère qu'on vous verra connectés. L'objectif, c'était de continuer à partager et de rester mobilisés pendant cette période de confinement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir et à partager. Moi, je m'appelle Anaïs Romero, je suis consultante diversité, handicap et organisation au sein du cabinet Avisea. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite présentation très rapide d'Avisea pour que vous puissiez comprendre le contexte et pourquoi on intervient sur ce sujet. Donc Avisea, en fait, c'est le cabinet de conseil du groupe Job in Live. On est positionné sur le développement RH, la diversité et le handicap au sein des entreprises. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de remettre la diversité comme un accélérateur d'engagement et d'adhésion des collaborateurs. On a vraiment 4 grands axes sur lesquels on intervient, qui sont le diagnostic, donc tout ce qui est conseil en transition inclusive, accompagnement, politique sociale, le pilotage d'accords handicap, par exemple. On a toute une partie qui est l'assistance et conseil, qui est là plutôt dédiée aux personnes qui sont en situation de handicap, donc avec des lignes d'information, outplacement, aménagement de poste. Et puis ensuite, on a 2 parties que sont la formation et le digital, donc la formation plutôt pour accompagner le public éloigné de l'emploi vers un retour à la formation puis à l'emploi derrière, donc avec des promotions dédiées qui comprennent des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap, des reconversions professionnelles, et puis la formation des référents handicap, des RH, etc. Et Avisea Digital, qu'on développe beaucoup en ce moment, étant donné qu'on est positionné à distance avec des jeux digitaux, des dispositifs de challenge en ligne, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter le sommaire juste après. Je voulais juste faire un petit point sur le fonctionnement de l'outil. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire en bas à droite, là où vous avez tapé votre message. Vous avez très bien su le faire pour m'indiquer que vous entendiez. Et puis, ces questions seront notées pour qu'on puisse y répondre par la suite. Si vous avez des questions, bien sûr, qui vous viennent à la fin du webinaire, vous aurez toutes nos coordonnées. Et puis, côté un petit peu plus pratique, le webinaire est enregistré et il vous sera envoyé ensuite. Donc, vous récupérez bien sûr le contenu du webinaire et puis les slides. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de noter ou de faire des captures d'écran. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais vous parler plutôt de compensation et puis d'accessibilité, d'obligations en termes d'accessibilité. Avant de venir sur les outils de communication propres, l'objectif aujourd'hui, c'était pas de vous montrer un large panel d'outils de communication, mais plutôt d'axer sur 2 startups que j'ai connues grâce à l'association La Handité que je vous présenterai également, que sont Wise. Sarah Mougarbel, qui est présente aujourd'hui, nous présentera son outil. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Anthony Albé pour Corpus Solutions et El Picto. Ce sont tous deux des outils qui sont dédiés à la communication pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de communiquer directement. Et puis enfin, on terminera bien sûr par un temps d'échange et de questions, ce qui ne vous empêche pas de poser des questions, bien sûr, tout au long du webinaire, si vous en avez envie. Voilà. Donc pour revenir sur la première notion, comme je vous disais, sur la compensation, que j'ai illustrée avec un petit schéma. Donc le principe de compensation est très important pour ce qu'on va se dire aujourd'hui, puisque les outils de communication qu'on va vous présenter sont des outils de compensation. Et ce principe de compensation, en fait, était déjà présent dans la loi du 11 février 2005 qui dit que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Je voulais illustrer cette notion de compensation avec les 3 petits schémas que vous voyez en bas, avec des petits bonhommes qui veulent regarder un match de baseball. Sur le premier schéma, on est sur de l'égalité. Donc, en fait, on donne exactement la même aide à chacun. Il y a une égalité, mais là, on n'est pas sur une notion d'équité. Parce que vous voyez que même si on donne à chacun une petite caisse pour voir le match, on est sur une inéquité parce que la personne qui est la plus petite n'a pas accès à ce match. Et du coup, c'est très dommage. Dans le second schéma, vous avez une équité par compensation. Donc ici, on adapte l'aide en fonction des besoins de chacun.
Donc la personne qui est la plus petite a forcément besoin de 2 caisses pour pouvoir voir le match. La personne qui est grande n'a pas besoin de 2 caisses forcément. Donc là, on a vraiment, on est sur une équité, même si on a une inégalité pour le coup, parce qu'on reprend à la grande personne sa caisse pour la donner à la plus petite personne pour qu'elle puisse voir ce match. On a besoin de cette caisse aujourd'hui qui est utilisée comme un outil de compensation et qui permet à chacun de pouvoir accéder au match qui se déroule actuellement. Mais le plus important, c'est la dernière case, le dernier schéma, qui est l'équité par l'accessibilité. Et là, vous voyez qu'en fait, ce stade a réfléchi et a pensé l'accès au match par l'accessibilité. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'outils de compensation dans ce cas-là. Donc, tout ne peut pas être rendu accessible. Les outils de communication sont totalement utiles. Mais si on pense bien, par exemple, ici, on peut rendre accessible ce match à tout le monde. Aux personnes de petite taille, aux personnes qui viendraient avec une poussette, à des personnes qui n'auraient pas la possibilité de se tenir debout sur une caisse. En fait, le fait de rendre accessible au public en situation de handicap ce match, ça le rend accessible en fait finalement à tout le monde. Et ça améliore le quotidien de toutes les personnes. Comme on va avoir par exemple un trottoir abaissé dans la rue, ça va être utile pour la personne en fauteuil roulant, mais aussi à la personne qui pousse une poussette, ou alors à celle qui traînerait sa valise parce qu'elle revient d'un week-end à la campagne. Donc voilà cette notion d'accessibilité qui est pensée pour tous. Et c'est vraiment sur ces obligations liées à l'accessibilité que je vais axer la suite. Voilà. Donc, on a des grandes obligations en termes d'accessibilité. Alors, il y en a qu'on connaît plus que d'autres. L'accessibilité du bâti, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec les établissements recevant du public, les ERP, pour permettre aux personnes en situation de handicap de circuler avec la plus grande autonomie possible. Donc, ça va être aussi bien sur la communication, sur la façon de se repérer dans l'espace, sur les équipements, les prestations, l'accessibilité des locaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà présent aussi dans la loi du 11 février 2005. Et donc, les bâtiments qui voient le jour maintenant, qui sont construits désormais, sont construits normalement dans une logique d'accessibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà ancré depuis pas mal de temps maintenant, même si on a quand même des bâtiments qui ne restent pas accessibles, parce que les bâtiments qui ont été construits il y a quelque temps, on a des dérogations, tout ne peut pas être rendu accessible et on en est conscient, mais l'objectif, c'est que tout ce qui va être construit par la suite soit accessible. Ça me permet de faire la bascule avec l'accessibilité numérique. Vous en entendez parler de plus en plus en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret qui est sorti cet été sur l'accessibilité numérique et qui vient renforcer une loi qui est sortie en septembre 2018. L'objectif de l'accessibilité numérique, c'est de rendre accessible à tous les utilisateurs. Donc, on n'est pas forcément que sur un public en situation de handicap, on est vraiment sur tous les utilisateurs, les contenus digitaux. Donc, ça peut être aussi bien les sites internet que les applications mobiles, les intranets. Et cette logique d'accessibilité numérique est très importante parce que comme l'accessibilité du bâti, les entreprises, donc aujourd'hui on est sur des entreprises qui ont plus de 250 millions de chiffres d'affaires, mais vont devoir rentrer dans ce pas de l'accessibilité numérique et proposer un calendrier. On est conscient que tout le monde ne peut pas devenir accessible du jour au lendemain. Donc, dans la même logique, les sites qui vont être créés demain devront intégrer dans leur cahier des charges cette logique d'accessibilité et ça devrait être développé dans cette logique-là. Par contre, les sites qui viennent d'être créés, par exemple, au mois de juin 2019, on est conscient qu'une entreprise ne peut pas refaire un site du jour au lendemain et donc il va y avoir une prévision pour rendre les outils digitaux accessibles. Et puis, on a quand même cette notion de charge disproportionnée qui est le fait que néanmoins, la mise en accessibilité, elle devrait être mise en œuvre dans la mesure où ça ne crée pas une charge disproportionnée. C'est-à-dire que cette mise en accessibilité, elle va dépendre de la taille de l'entreprise, des ressources, de la nature de l'organisme concerné pour que ça puisse s'adapter à chacun. Aujourd'hui, un exemple très concret d'accessibilité numérique. Auparavant, je travaillais avec une personne qui était déficiente visuelle, qui gérait très bien ses virements bancaires tout seul. Et puis, du jour au lendemain, la banque a décidé de refaire son site Internet sans penser à cette accessibilité numérique. Et la synthèse vocale ne marchait plus du tout sur le site Internet de la banque. Et du jour au lendemain, la seule solution qu'il y a eu, c'est une aide humaine pour permettre à la personne déficiente visuelle de continuer à faire ses virements bancaires, tout simplement parce que cette logique d'accessibilité numérique n'avait pas été respectée.
Donc c'est quelque chose de très important et j'en profite pour faire la passerelle avec une startup qui s'appelle Facility et qui permet au site internet d'être accessible non seulement sur ce qu'on voit aujourd'hui, sur bien sûr les synthèses vocales, la déficience visuelle, l'ergonomie, etc. Mais eux, ils permettent de se plugger sur le site internet et par exemple de grossir les boutons pour des personnes qui auraient des tremblements, de changer le type de police pour les personnes qui sont dyslexiques. De changer la couleur du site internet pour les personnes qui auraient une pathologie de déficience visuelle qui permettrait de distinguer une couleur mieux sur une autre. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être faites en termes d'accessibilité. Et alors qu'à un moment, on considérait que l'accessibilité pouvait rendre les sites internet inesthétique. Pareil pour l'accessibilité du bâti, c'est pas du tout le cas. Surtout si on le réfléchit dès le départ et qu'on l'intègre au cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Et je voulais axer sur cette logique d'accessibilité numérique parce qu'on est de plus en plus au tout numérique, d'autant plus que là, on est à distance. Donc c'est important, si vous êtes amené à poster des documents en ligne sur votre intranet, à utiliser des outils digitaux, à veiller à cette accessibilité numérique pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et la dernière chose sur laquelle je voulais axer, c'est l'accessibilité de la formation. Pourquoi? Parce que dernièrement, on a été beaucoup sollicité sur l'accessibilité de la formation, puisqu'il y a une certification qualité qui est sortie, qui est la certification Calliope, qui permet en fait d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires de formation. Donc ça va être pour permettre une plus grande lisibilité en fait tout simplement de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Donc en fait c'est une obligation légale maintenant pour bénéficier en fait tout simplement de fonds publics ou mutualisés. Et donc, en fait, ce qui est très bien, c'est que dans cette certification Calliope, il y a des notions de handicap qui sont présentes dans plusieurs critères. Donc, en fait, c'est une certification où il faut remplir tout simplement plusieurs critères. Et le handicap a été intégré un peu partout. Typiquement, on va demander en fait tout simplement aux organismes de formation aujourd'hui de désigner un référent handicap. On va avoir aussi l'obligation de former le personnel à l'accueil du public en situation de handicap. Et puis, on a aussi une prise en compte des situations de handicap, des besoins de compensation, une obligation d'informer et de diffuser les conditions de déroulement de la formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'accès à la formation va être, je dirais, simplifié pour les personnes en situation de handicap et va être comprise par les organismes de formation qui pourront plus facilement mettre en place les outils de compensation nécessaires. Et puis, je pense surtout à l'accessibilité des examens. Beaucoup d'organismes de formation nous ont remonté que parfois, du jour au lendemain, enfin, la veille des examens, un candidat leur disait « Ah oui, mais en fait, j'ai besoin d'un tiers-temps, j'ai besoin d'un secrétaire parce que la personne n'a pas pensé à l'anticiper et parce que l'organisme de formation n'a pas pensé à le demander non plus. » Donc là, l'objectif, c'est d'anticiper et puis que les organismes de formation se mettent en accessibilité et cette connaissance du sujet pour rendre tout simplement les formations de plus en plus accessibles. Voilà, donc je voulais refaire un point sur ces notions de compensation et d'accessibilité parce que les outils de communication qui vont arriver par la suite participent grandement en fait à cette accessibilité et peuvent être des outils de compensation en fait formidables. Là sur la communication en l'occurrence, mais les outils de compensation sont vraiment nécessaires lorsque l'accessibilité ne peut pas être permise. Les startups en fait tout simplement qui sont présentes aujourd'hui, donc il y en a deux, je vous le disais tout à l'heure, Elpicto et Wise. C'est des startups que j'ai connues via la Handitech. La Handitech qui est une association donc, du groupe Job in Live et qui met en avant les valeurs d'une tech pour tous, qui accélère l'utilisation des technologies inclusives. Donc tous les ans, il y a des trophées qui sont décernés, qui sont les Handitech Trophy, et on reçoit en fait des dossiers de plusieurs startups qui font des choses formidables en faveur du handicap. Et l'objectif, c'est de pouvoir les récompenser, voir quelles sont les nouvelles technologies qui sont créées pour pouvoir anticiper sur les technologies de demain. Aujourd'hui, on a une startup qui peut pas être présente, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'on va animer un webinaire avec eux le 14 mai. Donc, je compte sur vous si vous voulez être présent. Cette startup, c'est Helios. Helios, ils mettent à disposition un service de relais téléphonique, donc qui est dédié aux personnes qui sont déficientes auditives et qui leur permettent en fait via le téléphone de communiquer grâce à par exemple un interprète en langue des signes française, une personne qui pourrait interpréter en langue française parlée complétée ou alors avec de la transcription en temps réel de parole.
Donc ça, c'est un outil qui est très utilisé en ce moment et qui est très intéressant. Vous voyez de plus en plus avec les discours qui passent à la télé, les interprètes en langue des signes française. Et puis avec cette communication à distance, Helios est très utilisé pour pouvoir permettre au public déficient auditif de communiquer actuellement. Voilà pour cette start-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Sarah pour qu'elle puisse nous présenter Wise, qui a été récompensé au Handitech Trophy 2018. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les noter en bas à droite pour qu'on puisse les répertorier, que ce soit des questions concernant la compensation, l'accessibilité, ou alors que ce soit des questions pour Sarah qui va présenter Wise et puis Anthony qui va vous présenter Elpicto ensuite. Voilà, je laisse la parole à Sarah. Sarah, tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que on m'entend aussi? Oui, moi je t'entends très bien. Ok, super. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux connectés aujourd'hui. Maintenant que j'ai votre attention à tous, rien que pour moi, j'aimerais vous demander de penser à quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes confiné là tout de suite ou quelqu'un qui est loin et que vous n'avez pas vu depuis à peu près 2 mois. Donc voilà, j'aimerais que vous pensiez très très fort à cette personne et que vous imaginez la regarder droit dans les yeux et lui dire sans ouvrir la bouche à quel point vous tenez à elle. Si votre connexion est assez forte avec cette personne, alors elle comprendra, parce qu'il y a des émotions que les yeux transmettent mieux que les mots finalement. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est aussi comment vous faites finalement pour transmettre autre chose que des émotions, rien qu'avec les yeux. Comment est-ce que vous faites pour parler du beau temps, pour exprimer vos opinions politiques ou pour raconter une blague. Finalement, ce que je viens de faire, c'est de vous inviter dans le cerveau d'une personne qui est atteinte de la maladie de Charcot ou d'un locked-in syndrome ou d'un syndrome IMC, c'est infirmité motrice cérébrale. En fait, c'est toutes ces personnes qu'on va appeler enfermées dans leur corps par une paralysie ou par une autre pathologie et qui donc sont capables de penser, de réfléchir, de ressentir, mais pas de bouger. Et en fait, on s'est aperçu que chez toutes ces personnes, il y avait un point commun, c'est que systématiquement, elles sont capables de bouger les yeux. Et on s'est dit finalement, si on est capable de bouger les yeux, il suffit pas grand-chose pour pouvoir communiquer. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de cette petite paire de lunettes. Hop. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Sur laquelle on a mis une paire de capteurs. Alors, c'est les petits boîtiers noirs que vous voyez là, il y en a un de chaque côté. Et en fait, alors, hop, est-ce que vous voyez toujours? Allô? Oui, on te voit. Oui, pardon, ça a coupé chez moi. Donc, je vais vous montrer tout le dispositif. Pour le moment, il y a encore des fils, évidemment, ça vous va disparaître. Mais en fait, donc, les lunettes, on les relie à un boîtier. Hop, et là, on fait le traitement pour qu'on puisse détecter exclusivement le clignement volontaire des yeux de la personne. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir porter les lunettes et regarder son environnement et rester au naturel ou au repos, tout se passera bien. Par contre, dès qu'elle cherche à communiquer, on va lui demander de forcer un peu plus le clignement, de cligner un petit peu plus fort. Et en fait, donc ce signal-là, on va le transmettre en Bluetooth à son smartphone ou sa tablette pour qu'elle puisse utiliser l'application qu'on a développée. Donc, je vous ai amené la tablette aujourd'hui. Et en fait, l'application, la manière dont ça se présente, alors, je vais essayer d'incliner un tout petit peu. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça c'est l'écran de base. Vous allez avoir 4 cases d'options. En fait, en haut, vous avez les mots oui et non, parce que c'est les mots que la personne va utiliser le plus souvent. Et en bas, vous allez avoir un accès à une application texte. Donc, c'est un clavier. Bien évidemment, à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, c'est vocalisé. Alors, il faut que vous imaginez que tout ce que je fais avec mon doigt, la personne peut le faire en clignant des yeux. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Après, si elle a besoin d'être assistée, effectivement, c'est intéressant de pouvoir cliquer avec son doigt pour l'accompagner. Donc là, sur le clavier, la manière dont ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir le curseur qui va défiler sur chacune des lignes du clavier. Dès que ça va arriver sur la ligne qui contient la lettre que la personne veut taper, elle cligne de l'œil. Le curseur va s'arrêter sur la ligne et défiler sur chacune des lettres. Et en un deuxième clignement, la personne aura tapé sa lettre.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme sur votre téléphone, dès que vous tapez une lettre ou quoi que ce soit, on va faire de la prédiction et de la complétion du discours par rapport à ses habitudes, par rapport à ce qu'on aura compris. Et donc, ça permet de tout taper plus vite, parce que sinon, ce serait trop frustrant d'avoir à taper à chaque fois son mot, etc. Donc, si par exemple, là, j'ai tapé un doublé, en haut, je vais avoir les mots-clés qui sortent. Et très important, au-dessus des mots-clés, vous allez avoir des phrases qui sont proposées. Alors, nous, quand on délivre l'application, il n'y a aucune phrase qui est préenregistrée, parce qu'il y a des choses... on a chacun sa manière de s'exprimer, on a chacun notre manière de dire qu'on a faim. Il y a des personnes qui vont dire j'ai envie de manger, il y a des personnes qui vont dire j'ai la dalle. Et en fait, on s'est dit que c'était pas à nous de formater tout ça. Et donc, on permet à la personne d'enregistrer ses propres phrases pour éviter d'avoir à les taper à chaque fois. Et donc là, mettons, j'ai tapé une phrase. Alors, j'ai tapé, une lettre. C'est la lettre W qui commence le mot webinar. Et du coup, ça me ressort la phrase clé que j'ai enregistrée au préalable. Et donc là, j'ai sélectionné la phrase et tout en haut, alors dans l'espace texte, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On voit pas bien. Hop. Donc voilà, ça a tapé toute la phrase en la sélectionnant. Et ensuite, une fois que la phrase est tapée, vous allez avoir une touche menu tout en bas qui va permettre de faire plein de choses, donc de sauvegarder la phrase, d'enregistrer des mots au dictionnaire, de faire plein de choses. Et la fonctionnalité la plus importante, c'est la première, ça va être celle-ci. Bienvenue dans ce webinaire. Ça va être la fonctionnalité lire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, la tablette vient de dire bienvenue dans ce webinaire. En fait, l'idée, c'est que la tablette, l'outil de communication, n'est qu'intermédiaire, c'est pas un remplacement à la communication. Donc, la personne qui est paralysée va avoir son smartphone qui est greffé dans un coin de son fauteuil roulant, va cligner des yeux, faire en sorte que la tablette vocalise. Et finalement, la conversation reste entre la personne et son interlocuteur. On oublie l'outil qui est à côté. Ce n'est qu'un intermédiaire, comme je disais. Une autre petite fonctionnalité que je vais vous montrer, et après je vais donner la parole à mon collègue qui va vous présenter son outil, c'est l'application Confort. Alors là, vous allez avoir un curseur qui va filer sur chaque partie du corps. Dès que vous en sélectionnez une, vous allez pouvoir préciser si vous ressentez une douleur, une gêne ou vous souhaitez qu'on vous repositionne. Donc il y a un petit menu hop, donc par exemple si je dis ça. J'ai mal à la tête. Hop, donc en quelques clignements, on va être capable d'exprimer une gêne ou une douleur. Ça permet, c'est une fonctionnalité qu'on a développée avec le personnel médical parce qu'ils nous ont dit que aujourd'hui, sans outils de communication, en hôpital de jour, ils mettent entre 30 et 45 minutes avant de comprendre quel est le besoin du patient. Ça veut dire que pendant 45 minutes, le patient, il souffre, il a mal, et puis les infirmières, elles ont 50 autres patients dont elles doivent s'occuper, donc elles ne peuvent pas passer autant de temps à chaque fois à comprendre quel est le besoin de chacun. Et donc là, en maximum 3 minutes, on est capable de diagnostiquer quel est le besoin de la personne et de pouvoir la soulager éventuellement. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis à tout à l'heure pour certaines questions. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que tu peux peut-être préciser où est-ce que tu en es dans le projet actuellement? Est-ce que l'outil est commercialisé? Comment ça se passe? On a été coupé. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on a un prototype qu'on a développé directement avec les patients et le personnel médical pour répondre au mieux à leurs besoins. On a travaillé avec 5 patients main dans la main. C'est nos co-concepteurs. Et donc, ce premier prototype que je vous ai montré, il est finalisé, il marche et il est breveté. On est en train de travailler sur la deuxième version du prototype. Alors, on pourra en parler plus en détail pendant les questions. Ça ressemble à ça. Alors, en fait, ce qu'on a fait là-dedans, c'est qu'on a multiplié les capteurs. Ça nous permet de détecter beaucoup plus de mouvements au niveau des yeux, plus que le clignement, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas cligner des yeux. Donc, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres pathologies. Et donc là, alors, dès que le confinement est levé, on va aller au contact de beaucoup plus de patients pour leur laisser le dispositif et leur permettre de le tester d'une manière beaucoup plus prolongée. Donc, de manière quotidienne et totale, ce sera leur outil de communication. Et nous, ça nous permet d'orienter le développement de la deuxième version. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sarah. On te redonne le micro après pour les questions.
Donc après Sarah, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous a présenté le dispositif WISE, on va laisser la parole à Anthony, qui est CEO de Corpus Solutions et de Picto. Je vois qu'il est en train de se connecter. Alors, vous devez m'entendre. Ça y est, on te voit et on t'entend, Anthony. Bonjour. Donc oui, je m'appelle Anthony Alvé. Je représente une structure qui s'appelle Corpus Solutions. Corpus Solutions, c'est finalement un assemblage d'ingénieurs qui font du développement logiciel avec une association toulousaine qui accompagne une centaine de personnes en situation de handicap et qui sont porteurs notamment de troubles du spectre autistique. On a conçu Picto pour un jeune qui a 16 ans, qui est autiste non-verbal, qui s'appelle Arthur, et qui, aujourd'hui, pour pouvoir communiquer, il dispose de classeurs donc que vous devez connaître, des classeurs PEX par exemple, dans lequel il y a un certain nombre d'intercalaires et des images et des pictogrammes. Et il se sert donc de ce classeur-là pour pouvoir communiquer avec son environnement. Son environnement se sert également de ce classeur de pictogrammes-là pour pouvoir communiquer avec Arthur. L'idée ici d'Elpicto, c'est très simple, c'est que on s'est rendu compte que ce type de dispositif qui peut être très pratique à la maison, c'est très difficilement transportable, c'est très difficilement aussi transposable auprès de tous les autres interlocuteurs. Et donc l'enjeu d'Elpicto, c'était justement de permettre que ce soit à l'environnement, aux interlocuteurs qui gravitent autour d'Arthur, mais également à Arthur, de pouvoir utiliser la même application avec bien sûr deux modes d'utilisation, deux interfaces complètement différentes, mais se servir d'Elpicto justement pour que les images qu'on injecte dans le système soient beaucoup plus facilement injectées dans ce système-là, et que ce soit Arthur et que ce soit le papa, la maman, que ce soit l'instituteur, que ce soit voilà, la personne qui gravite, puisse se servir du même dispositif et d'un référentiel qui est unique. Donc Elpicto aujourd'hui, c'est une application qui est mobile, qui fonctionne à la fois sur smartphone, qui fonctionne également sur tablette. L'enjeu de cette application-là, comme je disais, c'est un outil de communication qui a deux vocations. La première, vous voyez sur la slide, c'est de faire ce qu'on appelle du support à la compréhension. C'est-à-dire faire en sorte que dès lors qu'un message verbal qui est très volatile et donc qui, par définition, part dans les airs, et si je ne l'ai pas attrapé à ce moment-là, est perdu, on va faire en sorte que cette information verbale-là, elle puisse être attrapée et affichée sur un écran de téléphone ou de tablette. Mais également, je vais avoir la possibilité de me servir d'Elpicto pour faire ce qu'on appelle du support à la demande, de l'expression du besoin, c'est-à-dire d'aller chercher dans une base d'images que je connais les pictogrammes qui vont me permettre de construire une bande phrase et d'exprimer un besoin. C'est là qu'est la vocation d'Elpicto. C'est d'abord de mettre en place, d'instaurer, de faciliter, de fiabiliser une communication. Et si je vous fais une petite démo très rapidement, je suis sur une interface qui est intentionnellement très light, c'est-à-dire que si j'ai un écran blanc, j'appuie sur le bouton du micro, je dis « Est-ce que tu veux dessiner ?» Et l'idée d'Elpicto, c'est qu'il va prendre ce que je lui dis, donc la séquence verbale, et il va la traduire sous forme d'images et de pictogrammes qui sont connus par Arthur, dans lequel je vais retrouver ici le pictogramme, l'identification, l'illustration, la photo d'Arthur, un petit pictogramme qui est juste à côté qui correspond à l'action de dessiner. Et ensuite, on a intégré une intelligence artificielle qui fait ce qu'on appelle de la détection de l'intention et du moins de l'analyse du langage naturel. Typiquement, j'ai la phrase qui s'affiche juste au-dessus de l'écran, est-ce que tu veux dessiner? Et les deux pictogrammes oui et non qui sont déduits de l'utilisation que je viens de faire d'Elpicto. Je pourrais très bien utiliser Elpicto pour d'autres cas d'utilisation, par exemple, regarde la télé pendant 15 minutes puis viens manger, et faire en sorte que sur l'interface d'Elpicto, j'affiche les pictogrammes qui vont bien, c'est-à-dire regarder la télévision, et une barre de progression qui est le fruit finalement d'une analyse de l'intelligence artificielle qu'on a appliquée sur notre séquence verbale, et on retrouve ici le texte « regarde la télé pendant 15 minutes », une barre de progression, alors qui pendant 15 minutes va avancer, on a cette petite séquentielle de rouge qui va avancer, et l'objectif de ce type de situation, de ce type d'outil, d'interface, c'est que justement, on va donner des outils supplémentaires à la personne, à Arthur ou à une autre personne, pour mieux comprendre comment fonctionne
l'application, donc on a cette barre de progression. Pour ceux qui connaissent le time timer, on est sur un petit peu la même logique, c'est-à-dire je vois passer le temps, et au bout de 15 minutes, on change l'écran et on propose une autre interface dans laquelle on dit maintenant il est temps de venir manger. Voilà. Donc ça, je suis verbal, et avec mon langage à moi, avec mes phrases à moi, je vais pouvoir m'adresser à Arthur dans son référentiel à lui, parce que les pictogrammes qui s'affichent sont connus d'Arthur, et il arrive à les intégrer dans sa communication. De même qu'Arthur, en fait, on lui a donné des outils dans la fonctionnalité de demander qui vont lui permettre d'exprimer un besoin. Donc là, je retrouve finalement 3 pictogrammes dans la première étape qui sont je veux, je vois, j'entends. Donc pictogrammes qui sont configurables et paramétrables dans l'interface web des pictos. Et donc quand je choisis l'une ou l'autre des fonctionnalités, je lui propose des pictogrammes qui vont permettre à Arthur d'exprimer, mais que là il est 16h, qu'il a envie de manger sa tartine avec son Nutella, qu'il a envie de dessiner. Voilà, il construit sa bande de phrases, et derrière ça, on a une synthèse vocale qui, chaque fois que j'ai choisi un pictogramme, va me permettre finalement d'entendre le son qui est associé, et donc de verbaliser en quelque sorte l'intention d'Arthur qui est par naissance non verbale. L'enjeu d'être picto, il est là, c'est de pouvoir instaurer, grâce à des outils très simples, une interface qui va permettre de faciliter et de fluidifier la conversation entre Arthur et son environnement. On est sur une application qui est connectée, c'est-à-dire que le profil d'Arthur qui contient tout ce qu'il connaît, son référentiel, la photo de son papa, de sa maman, de sa tablette, de son doudou, etc. Mais ça, en fait, ça va pouvoir partir avec lui chez les grands-parents, ça va partir avec lui sur le téléphone de l'instituteur, ça va partir avec lui chez l'ensemble des personnes qui gravitent autour de lui, de telle sorte que quand je dis « T'inquiète pas, ton papa va arriver, je suis à l'école, tous ses copains sont partis, il est 16h », je veux dire « T'inquiète pas, ton papa va arriver ». En fait, la phrase qui va apparaître ici, les pictogrammes qui vont apparaître à l'écran, sont les pictogrammes d'Arthur qu'il connaît, avec la photo de son papa et pas la photo d'un bonhomme, parce qu'on est allé chercher très rapidement dans une base d'image quelconque un pictogramme qui correspondait à un individu de cette sorte-là. Donc le but d'El Picto, il est sur la communication et sur ce qu'on appelle les rituels et les séquentiels. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux familles de construire leur propre séquence. Alors on en fournit également, on fournit du contenu, mais on donne la possibilité aux familles de construire des rituels qui vont donner plus d'autonomie à Arthur et qui vont lui permettre de faire ce que nous, on sait faire très naturellement le matin. C'est-à-dire que ce matin, quand j'étais dans la salle de bain, je savais que je devais mettre le caleçon, le pantalon, que je devais mettre le polo. Je sais dans quel sens. Là, on va décomposer chacune des opérations sous forme d'images, de texte et de son pour que quand il a sa tablette qui est posée sur son lit ou sur la table basse, mais que finalement, il puisse regarder les images qu'il connaît de toute façon et qu'il puisse acquérir plus d'autonomie dans les opérations du quotidien. Ça peut être le fait de se préparer le matin, ça peut être le rituel du coucher, ça peut être, et c'est ce que je vais vous montrer également dans la slide suivante, on met à disposition des outils technologiques, alors de l'intelligence artificielle, j'en parle très rapidement parce qu'en définitive, ce qui est important, ce n'est pas forcément la technologie, c'est ce qu'on en fait, mais on met à disposition de nos utilisateurs des outils qui vont permettre de faciliter la communication, de faciliter la prise d'autonomie dans le quotidien des gens. Et l'enjeu derrière, c'est très simple, c'est que quand on permet à un utilisateur et à un individu de disposer d'un moyen de communication, ça va faciliter son insertion et son inclusion scolaire, ça va faciliter son insertion et son inclusion professionnelle. Et donc aujourd'hui, El Picto est à la fois utilisé dans les ménages, dans les maisons, mais il est également utilisé dans les écoles maternelles. On est sur des dispositifs UEM, des unités d'enseignement maternel, des unités d'enseignement élémentaire, pour faire en sorte que l'outil El Picto puisse, en extension de ce qui se passe à la maison, servir de moyen de communication pour communiquer une consigne. Et grâce au fait que la consigne devient persistante et affichée à l'écran, le jeune, il est en autonomie, il a la capacité à son rythme de suivre chacune de ces étapes. El Picto est également utilisé dans un lycée professionnel à Toulouse pour des jeunes qui apprennent le métier de cuisinier et qui, par l'intermédiaire de ce type de dispositif, des séquentiels très simples avec des photos, avec des messages très clairs que je peux rappeler et réentendre en fonction de mes souhaits, je vais permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences professionnelles dans les recettes de cuisine, dans, pourquoi pas, les espaces verts pour communiquer des consignes de sécurité. Le but, très simple, c'est que par l'image, l'information permet d'être mieux transmise. Et donc, voilà, El Picto, c'est un outil de communication pour justement mettre en place une meilleure interaction entre les jeunes qui sont porteurs, entre les personnes qui sont porteuses de troubles de la communication, de l'attention et leur entourage. Super. Merci beaucoup, Anthony.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Elpicto. Alors, Carla vous a mis les liens dans le chat en bas, mais vous pouvez également retrouver sur le site de la Handitech toutes les technologies qui ont eu des prix, qui ont été lauréats des Handitech Trophy. Donc là, vous avez des exemples d'outils de communication qui en sont à des stades de développement différents. Anthony, ton application est aujourd'hui téléchargeable et utilisable. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la Handitech et prendre contact directement avec les personnes si vous avez besoin d'utiliser ces technologies. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour Sarah, pour Anthony ou pour moi? Vous pouvez répondre sans souci. Voilà, Carla vous a mis le lien de la plateforme Connect for Good dans le chat si vous voulez regarder quelles sont les technologies qui sont proposées. Si vous avez également des exemples d'outils de communication et d'outils de compensation que vous utilisez, que ce soit dans les entreprises ou autres, n'hésitez pas à les partager pour que les personnes puissent y avoir accès en bas et qu'on puisse nous enrichir de ce que vous connaissez. J'ai une question. Est-ce que ces dispositifs sont éligibles aux aides de l'AGFIP? Alors, en l'occurrence, pour le dispositif de Sarah qui n'est encore pas développé, pour l'instant, non. Mais je laisserai Sarah prendre la parole ensuite, après l'avoir laissé Anthony, puisque je sais qu'elle a une politique de coût qui est assez intéressante pour la suite. Anthony, est-ce que toi, tu fais financer ton application via les aides de l'AGFIP ou pas du tout? Pour l'instant, on n'a pas d'expérience là-dessus. Il n'y a pas de dossiers qui ont été soumis, si ce n'est à la MDPH, pour la prise en charge de ce type d'outils de communication. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est effectivement notre business model, c'est-à-dire le mode de commercialisation. Il faut savoir qu'effectivement, Elpicto est disponible sur les stores, donc il est déjà téléchargeable sur l'App Store et sur le Google Play. Il est également téléchargeable sur Windows Store pour les gens qui disposent d'un PC en Windows 10. Et on a donc le premier mois d'utilisation, une fois que vous avez téléchargé Elpicto, vous avez créé votre compte qui est complètement libre et sans engagement et qui vous permet de tester la plateforme, de la configurer, de nous contacter aussi parce qu'on essaye d'être le plus proche possible. On met en place des outils d'interaction entre nos utilisateurs et Corpus Solutions qui administre l'application Elpicto. Et on vend Elpicto sous forme de licence à 6 € par mois et à 66 € à l'année. Et l'enjeu, c'est qu'avec ce type de licence, vous avez tout compris, c'est-à-dire un nombre de profils illimité, c'est-à-dire que si vous êtes orthophoniste et que vous avez 15 patients, vous pouvez très bien avoir les 15 profils dans Elpicto pour le même prix que ce que je viens de vous communiquer. Et donc, voilà, pour vraiment répondre sur la question et l'éligibilité, on n'a pas vraiment d'expérience sur ce mode de prise en charge. Est-ce que Sarah, tu veux prendre la parole sur la commercialisation de Wise que vous avez envisagé, même si c'est pas encore effectif? Je vois que les micros chargent. Visiblement, on a un petit problème de fonctionnement le temps que Sarah se reconnecte. Je vois qu'elle est en train d'écrire quelque chose. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser directement dans le chat.
Sarah va nous répondre par écrit. Et puis ensuite, si vous n'avez pas d'autres questions, on clôturera le webinaire. Désolée pour les problèmes techniques, c'est les aléas du direct. On faisait un premier test avec plusieurs intervenants. Et donc, visiblement, la logique de se passer le micro n'est pas forcément adaptée, en tout cas avec le nombre de connexions. Donc on l'anticipera pour la suite. Alors Sarah nous dit qu'aujourd'hui, il existe quelques outils pour les personnes qui sont enfermées dans leur corps, mais qui sont assez chers, puisqu'ils sont entre 8 et 15 000 euros. Et que Wise, nous avons commencé Wise dans le cadre d'un projet étudiant, donc avec des outils qui sont totalement accessibles. Chaque capteur nous coûte 1 euro pièce. Donc, vous voyez que les technologies peuvent être fabriquées avec des pièces qui n'ont pas forcément un coût important. Et donc, me disait Sarah la dernière fois qu'on s'est rencontrés, l'objectif de Wise, c'est de pouvoir proposer un dispositif à un prix qui soit complètement abordable par rapport aux technologies qui sont actuellement sur le marché. Et c'est ce qu'elle nous confirme. Donc, l'objectif est de proposer le dispositif à un prix le plus accessible possible, en dessous des 1 000 euros. Et donc là, effectivement, une fois que le dispositif sera officiellement commercialisé, il faudra voir dans quel cadre ces dispositifs peuvent être financés effectivement par la GFIP, comme le sont d'autres dispositifs actuellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut clôturer ce webinaire? Je vois une question. Bonjour et merci. Vous avez parlé du 14 mai pour le prochain webinaire. Les inscriptions sont-elles ouvertes? Alors non, elles ne sont pas encore ouvertes. On a partagé seulement hier le prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine avec Blaise Bernou qui est un navigateur. Le groupe Jobina va sponsoriser un bateau qui naviguera avec cette personne, et donc il nous fera part en fait de ce webinaire la semaine prochaine. L'objectif du 14 mai, c'est de pouvoir faire un webinaire 100% accessible avec un interprète en langue des signes. Alors on n'a pas défini totalement les contours du webinaire, on le fera lundi, donc promis, la semaine prochaine on communiquera sur les réseaux sociaux. Le replay du webinaire sera bien disponible. Alors normalement, si Carla me confirme, il me semble qu'il est envoyé dans les 48 heures qui suivent le webinaire. Bon, peut-être en début de semaine prochaine, étant donné qu'on est un jour férié demain, donc je dirais en début de semaine prochaine. Voilà, Carla me confirme que c'est bien ça. Il vous sera envoyé par mail. Toutes les personnes qui sont inscrites bénéficieront du replay qui vous sera directement envoyé. Et puis Sarah nous indique que Wise est en train de développer l'accès à Internet avec les yeux qui permettra de transformer Wise en un outil de travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je vois encore une personne qui saisit sur le clavier. Plus d'autres questions. Merci beaucoup à vous aussi.
Super. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation. J'espère que vous serez nombreux au webinaire de la semaine prochaine avec Blaise qui va présenter quelque chose de très intéressant également. Et puis la semaine d'après pour le webinaire avec Eliose. Il y a également des webinaires qui sont déployés à destination des personnes en situation de handicap pour refaire les CV, pour savoir comment se présenter, savoir se mettre en avant. Et puis voilà, Carla précise un petit peu sur le chat que le webinaire de Blaise de la semaine prochaine sera à propos de solitude, espace réduit et troubles émotionnels, l'expérience du confinement racontée par un skipper coincé à terre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le lien d'inscription qui apparaît dans le chat. Et puis, je vous remercie pour tout. Je quitte le webinaire et puis je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.